lecture août, 10e prise, c'est parti! Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Après une petite pause estivale pendant ce mois d'août, je reviens à la rentrée avec un petit point lecture de mes lectures du mois d'août. C'est parti! Donc aujourd'hui, j'ai pas moins de 9 lectures à vous présenter. On commence par ma lecture en cours de mon dernier update lecture. Il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas, publié aux éditions de Saxus. C'est un petit bébé de plus de 900 pages que j'ai lu sur liseuse. C'était quand même plus pratique parce que ce format-là est quand même assez encombrant, assez lourd. Et surtout, c'est un collector, donc j'avais pas envie d'abîmer le livre. Donc c'est dans cette nouvelle saga fantasy adulte que nous propose l'auteur. On découvre Bryce, qui est une femme mi-humaine, mi-faée. Au début de l'histoire, on la suit, elle est souvent avec sa meilleure amie Danica. Et suite à une tragédie qui va la frapper, on fait un bond dans le temps de 2 ans. Donc 2 ans plus tard, après cette tragédie, on la retrouve, donc elle mène une vie assez normale, où elle essaie de se remettre de cette tragédie, et une série de meurtres va commencer, et elle va se retrouver à enquêter dessus. Pour cela, elle va être secondée par Hunt, qui est un ange, et qui est aussi appelé l'ange de la mort. Donc voilà, ça donne un peu le ton de l'histoire. Donc elle va être amenée à mener une enquête qui va la mettre quand même bien en danger. Elle va se rapprocher de personnes influentes, donc qui ont beaucoup de pouvoir et qui ont pas mal de possibilités de faire disparaître les gens. Et du coup, elle va se retrouver mêlée à tout ça. Je vous en dis pas plus, parce que bon, quand même, il faut que je vous laisse découvrir. Il y a de quoi faire hein, avec la taille. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga. Je précise que c'est vraiment adulte parce que l'univers est assez dense, assez complet. Il y a aussi du langage grossier, des scènes de sexe, des scènes de violence. De toute façon, comme on s'en habitude, de Saxus le précise dans les avertissements de contenu, juste en première page. Donc voilà, si vous avez un doute, vous pouvez consulter. Au début, je ne comprenais pas pourquoi c'était qu'en un seul tome, parce que je trouvais très gros. Et après lecture, j'ai compris. En fait, si le livre a été scindé en deux, il y aurait eu un premier roman assez, pas fade, mais simple. Vraiment, il y aurait eu peu d'action parce que l'auteur prend le temps d'installer son univers. Et a raison, c'est très bien, vraiment, ça nous permet de vraiment visualiser Crescent City et tout ce qui s'y passe. Et il y aurait eu un deuxième tome, plein d'action, de rebondissements, donc ça aurait été quand même assez déséquilibré. Donc je comprends tout à fait que ça n'était qu'un seul tome. Mais voilà, c'est un beau bébé. Et j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai beaucoup aimé. Normalement c'est un premier tome, donc il devrait y en avoir d'autres que je lirai avec plaisir, même si pour moi ce premier tome se suffit à lui-même. Ensuite, ma deuxième lecture, il s'agit d'une relecture donc du tome 3 d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc je suis toujours dans mon optique de lire toute la saga, donc de relire, parce que ce sont des livres que j'ai lus il y a 20 ans, donc j'ai oublié plein d'éléments, donc voilà, c'est une vraie redécouverte. Et dans ce tome 3, on retrouve Harry donc, dans sa 3e année à Poudlard, année d'études, où il retrouve Ron et Hermione, et il est confronté à un grand danger, parce que vous avez un criminel qui s'est échappé de la prison d'Azkaban, qui est la célèbre prison des sorciers, et en fait ce criminel est vraiment recherché pour des faits de meurtre, voilà, c'est vraiment des faits très graves, et tout semble désigner que sa prochaine victime est Harry. Donc voilà, Harry va devoir faire son année en évitant de mourir, ce qui peut être bien, et aussi en essayant de comprendre pourquoi cette personne lui en veut. Et on apprend aussi pas mal d'infos sur ses parents, sur leurs amis et sur leur décès. Ça a été une belle relecture, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, c'est un petit bonbon à chaque fois Harry Potter de s'y plonger dedans. Le tome 4, donc Harry Potter, la coupe de feu m'attend. Il est là, il s'était caché. Il est juste là et je pense le lire au mois de septembre. Donc voilà, très contente d'avoir continué ma relecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit Cozy Mystery offert par mon amie Lila. Il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluke, édité aux éditions Le Cherche Midi. Donc je pense que vous avez vu passer déjà pas mal cette saga sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu pas mal de lectures de la part de booktubeurs, bookstagrammeurs, pardon, je vais y arriver. Et en fait, la particularité de cette saga, c'est qu'elle est quand même assez vintage parce que ça se passe dans les années 90. L'auteur les a écrits à cette période-là et donc l'action se situe à ce moment-là. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de haute technologie, c'est vraiment un bond dans les années 90, quoi, un retour dans le passé. Et donc là, on va suivre Anna Swensen, qui est une jeune femme qui tient un cookie bar et qui va se retrouver confrontée à la mort d'une personne. Je m'explique. En fait, elle arrive toujours très tôt le matin et elle est toujours livrée, ses litres de lait sont toujours livrés à la même heure.
Et là, au bout d'un moment, le 10 matin, elle se rend compte qu'elle n'a pas été livrée. Donc elle va voir dans la rue, elle voit qu'il y a le camion du laitier, et en fait le laitier a été assassiné, il est dans la voiture. Et du coup elle va se retrouver mêlée à cette histoire, elle va enquêter sous la complicité de son beau-frère qui est aussi inspecteur de police, Bill, et en fait il va lui demander d'enquêter un peu de son côté, comme elle parle bien avec tout le monde, que son cookie bar est quand même un endroit central de la ville, elle est plus à même de recueillir certaines informations. Et donc on va la suivre pendant toute son enquête. J'ai beaucoup aimé. Ce qui est sympa, c'est qu'au milieu des chapitres, vous avez des recettes de cuisine. Alors est-ce que je vais vous en retrouver une? C'est pas comme si j'avais mis un marque-page exprès, mais que je l'ai perdu juste avant la vidéo. Voilà, vous avez des petites recettes qui ponctuent à chaque fois. En fait, quand elle parle d'un cookie, d'un style de cookie dans le livre, hop, on a la recette derrière. J'ai bien aimé, j'ai pas vu la fin. J'ai pas vu venir du tout, je m'attendais pas à cette résolution là, donc j'ai été agréablement surprise. Et particularité de ce livre, c'est que vous avez en plus une petite nouvelle sur une enquête bonus Joyeux Noël Candy, donc qui fait à peu près ça là, donc du coup en fait c'est vrai que l'histoire elle est un peu plus petite et j'ai beaucoup aimé, je pense que je lirai la suite parce que ça a été une belle petite lecture. Ensuite j'ai enchaîné avec un policier, j'ai lu Nicolas Beuglet, Le Dernier Message, publié chez les éditions XO. C'est un roman que j'ai dans ma bibliothèque depuis 1 an, donc il était temps de le lire, d'autant plus que la suite sort le 16 septembre, donc j'avais vraiment envie de le lire. Dans ce thriller-là, Nicolas Beuglet nous propose une nouvelle inspectrice. Donc dans la première saga, Le Cri, Complot et l'île du diable, c'était Sarah Scheringen, voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Et dans celui-ci, la personnage principale s'appelle Grace. Donc c'est une inspectrice qui a été mise au placard suite à pas une bavure, mais un défaut de procédure. En fait, elle n'a pas pu attraper un criminel à cause de sa condition physique, donc elle a été mise de côté. Et là, son patron l'appelle pour lui dire voilà, c'est un peu ta dernière chance, le dernier moyen que tu as pour reprendre des galions et revenir à ton poste. En fait, un moine a été retrouvé assassiné dans le monastère d'Iloa, sur l'île d'Iloa, en Écosse, et elle va devoir aller mener l'enquête. Donc elle va arriver sur place toute seule la première, et elle va se retrouver confrontée donc à l'assassinat un peu particulier d'un moine, parce que la façon dont elle a été tuée est vraiment atypique, et elle va se retrouver entraînée dans une histoire bien plus grosse que ce qu'elle en a l'air. Comme sa première trilogie, de toute façon on part d'un fait qui semble assez anodin. Un meurtre n'est pas anodin, mais d'une chose assez banale pour un quotidien de policier à une histoire vraiment plus compliquée. Cette histoire va l'amener d'ailleurs jusqu'au Groenland, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça va quand même l'amener loin. Et donc on découvre ce nouveau personnage qui est très attachant parce qu'on sent que Grace elle a une grosse blessure liée à son enfance. On ne sait pas de quoi il s'agit dans ce tome-là. Apparemment dans la suite on apprend quand même assez vite une partie de son secret. Et on sent donc qu'elle a été quand même assez bastonnée par la vie. Et on va se rendre compte que cette enquête ne va pas être de tout repos. Mais ça a été une bonne lecture et je vous avoue que j'ai pas tout compris aux explications scientifiques vers la fin. Il y en avait beaucoup pour moi. J'étais prise dans l'action, mais les explications scientifiques voilà, m'ont un petit peu perdue. Et je pense que c'est un manque de compréhension de ma part, pas un manque de cohérence de la part de l'auteur. Mais voilà, ça a été une bonne lecture et je pense lire bien sûr la suite dès qu'elle sera disponible. J'ai ensuite enchaîné avec un autre polar. Oui, je sais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ce que j'aime lire. J'ai lu Celle qui brûle de Paula Hawkins. Donc c'est un roman qui n'est pas encore sorti, il sort le 16 octobre aux éditions de Sonatine. Donc Paula Hawkins, c'est celle qui avait écrit La fille du train, qui a été un vrai best-seller. Donc là elle revient, c'est son 3e roman, où on va suivre 3 femmes. Donc ça se passe à Londres, on suit Carla, Laura et Myriam. Donc qui sont toutes liées par rapport à un mort. En fait vous avez un homme qui vivait sur une péniche qui est retrouvé assassiné, donc il baigne dans une barre de sang, dans une flaque de sang, parce qu'une barre de sang ça n'existe pas. Enfin bref, on va y arriver, dans une flaque de sang. Et il va y avoir toute une enquête pour savoir en fait quelles sont les raisons de cet assassinat. Et ces 3 femmes en fait étaient dans l'environnement de cet homme. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai envie que vous le découvriez. Ça m'a bien plu, ça a été une bonne lecture. J'ai moins aimé que La fille du train, mais j'ai largement mieux aimé que Au fond de l'eau, le 2e roman de l'auteur que je n'avais pas du tout aimé. Et là j'ai bien aimé la construction, j'ai bien aimé la construction des personnages, de l'intrigue.
j'ai trouvé complètement cohérente, juste j'ai pas fait lien avec le titre. Voilà, celle qui brûle, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Mais sinon, la construction de ce roman est vraiment bien parce que vous avez un roman dans ce roman. Voilà, il y a des chapitres qui sont issus d'un roman écrit par un des personnages. Donc je trouve que c'est assez sympa, ça rajoute quand même un peu d'action et puis on se pose des questions, à savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans cet autre roman et tout. Donc ça a été une belle découverte, une belle lecture et je remercie Sonatine de me l'avoir envoyée. Ensuite, je suis partie dans une lecture un peu plus légère parce qu'après 3 polars d'affilée, j'avais besoin de calme, d'amour, voilà, d'un peu plus de choses simples. J'ai donc lu un appart de rêve de Roxane Dambre, publié chez Calman Levy, que m'a offert mon amie Pamela pour mon anniversaire. Donc là, on va suivre Noël, qui est une jeune femme qui travaille pour une entreprise où en fait elle est payée pour s'infiltrer dans les entreprises et déterminer les problèmes de l'entreprise. Et là, elle va être amenée à aller travailler dans une agence immobilière de luxe sur les Champs-Élysées, qui depuis 1 an et demi voit son chiffre d'affaires s'effondrer. Donc elle va aller travailler incognito là-bas sur place pour essayer de déterminer les problèmes. Et elle va rencontrer un homme dans cette agence immobilière et il va y avoir un rapprochement. La romance arrive sur la fin, vraiment à la fin du livre. J'aurais aimé qu'elle soit présente un peu plus tôt, j'avoue, parce qu'on voit qu'il cherche, qu'il se tourne autour. Après, c'est pas lourd, ça fait pas tomber, ça alourdit pas l'histoire. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus de romance pour le coup. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est un livre que j'ai lu d'une traite. Je l'ai commencé à 22 h, j'ai terminé à 1 h du matin. Voilà, j'ai fait une boulimie sur ce livre, je l'ai lu d'une traite, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre doudou qui fait du bien. Voilà, ça a été une très bonne lecture. Et j'ai trouvé le concept assez original. Parce que c'est vrai que, du coup, je sais pas si ça existe vraiment des entreprises qui font ça, qui sont en fait des sortes de curseurs dans les entreprises pour dire ce qui va pas. Mais j'ai beaucoup aimé et je suis très contente de l'avoir lu. Merci Pamela. Ensuite, je suis repartie avec un polar. Ma petite soeur m'a offert pour mon anniversaire Noyade de J.P. Smith aux éditions Folio Policier. Donc dans ce livre, on va suivre... alors attendez, je sais plus son prénom. Alex, voilà. Alex, qui, quand l'action de ce livre commence, est moniteur de natation dans un camp de vacances. Et il a sous sa responsabilité un petit garçon qui s'appelle Joey. Et en fait, un jour, vers la fin du séjour, il veut que tous les enfants aient appris à nager pendant ce camp. Et le petit Joey n'aime pas nager et surtout il a peur de l'eau. Donc lui, ce qu'il va faire, il va attraper le gamin, le mettre sur un petit radeau au milieu du lac et lui dit bah maintenant, si tu veux rentrer, ça va être par la nage. Sauf qu'en fait, lui, il continue sa vie et il va se rendre compte qu'il a oublié le gamin. Au cours du dîner, quelqu'un, en fait, les gosses disent entre eux est-ce que vous avez eu Joey et tout, et lui, il va se rappeler qu'il l'a laissé sur le radeau. Donc il va courir au bord du lac et il va se rendre compte que Joey n'est plus sur son radeau. Le problème, c'est qu'on ne va jamais retrouver Joey. Et ensuite, la deuxième partie du roman commence, où on retrouve Alex, 21 ans plus tard. C'est devenu un riche promoteur américain, new-yorkais, qui semble avoir vraiment réussi sa vie. Il a une entreprise florissante, il est marié, il a 2 enfants, il a une belle maison. Mais du jour au lendemain, des événements semblent lui rappeler qu'il y a 21 ans, il a fait une belle bêtise en laissant ce gamin et qu'il ne va pas s'en sortir comme ça. Le pitch était bien, j'ai beaucoup aimé l'histoire développée dans la 4e de couverture. Je reste sur ma faim par rapport au petit Joey. Voilà, il m'a manqué des infos que j'aurais bien aimé avoir. Sinon, j'ai trouvé l'approche originale. Je n'ai pas aimé non plus comment Alex se débarrasse de certains problèmes. J'ai trouvé ça un peu facile. Voilà, le mec est un sociopathe refoulé, mais on se rend compte qu'à la fin. Bref, voilà, j'ai trouvé ça un peu facile. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé l'histoire assez originale et j'aurais aimé un plus gros développement sur certains aspects de la disparition de Joey. Ensuite, j'ai lu un manga, parce qu'il fallait bien que j'en lise un dans le mois. Il s'agit du tome 3 des Carnets de l'apothicaire, paru chez les éditions Kiun. Je ne sais pas si pour ceux qui n'avaient pas regardé les précédents bilans lecture, c'est un manga que j'ai découvert il y a peu et que j'adore. En fait, ça se passe dans l'Antiquité chinoise. Oui, et en fait on va suivre Mao Mao, qui est cette jeune fille qui est pas herboriste, elle est apothicaire.
c'est marqué dans le titre, Laurie. Bref, elle est apothicaire et en fait elle va être enlevée et revendue à la cour impériale, cour intérieure impériale, qui est le harem de l'empereur. Et là-bas, elle va passer de servante à apothicaire vraiment du lieu, parce qu'elle va aider à soigner des personnes qui sont victimes soit de maladies, soit d'empoisonnement. Et dans ce tome-là, on la retrouve un peu, on retrouve Mao là où elle était avant d'être dans la cour, donc au quartier des plaisirs, et on découvre un peu plus sa vie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Il faut que j'achète le tome 4 et le tome 5 sort bientôt, donc ce sont mes prochains achats. Et enfin, ma dernière lecture que j'ai à vous présenter, qui est aussi ma lecture en cours, il s'agit de La quête d'Ewilan, d'un monde à l'autre de Pierre Bottero aux éditions Rajo, que m'a offert mon amie Estelle pour mon anniversaire. Donc c'est un de ses livres coup de cœur, c'est un auteur qu'elle aime beaucoup, qu'elle avait eu la chance de rencontrer de son vivant, et elle avait envie donc que je découvre moi aussi cette plume d'auteur. Donc là j'en suis à page 203. J'aime beaucoup, je trouve que l'univers est bien fait, il y a une espèce de petite créature comme ça là, qui ont l'air mignonnes comme ça mais pas du tout dans le livre. Et oui, c'est de la fantaisie, donc je sens que c'est pour quand même un peu plus jeune, je dirais 13-14 ans. Mais j'aime beaucoup l'univers, c'est vrai que ça me fait plaisir de découvrir cet auteur parce que j'en entends beaucoup de bien. Et bien jusqu'à présent j'avais pas eu l'occasion et c'est chose faite. Donc je viendrai vous en dire un peu plus dans mon bilan lecture du mois de septembre. Et ben voilà pour mon petit bilan lecture du mois d'août. 9 lectures, je suis quand même bien contente, j'ai assez bien lu ce mois-ci. Vous, avez-vous déjà lu certains de ces livres et qu'avez-vous lu de votre côté? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.